Ouais. On n'a pas le son, hein? Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Scène de Presse. C'est votre plateforme de débat pour décrypter avec vous l'actualité de la semaine en toute liberté. C'est notre 287e rendez-vous en vitrine dans cette édition de Scène de Presse. Qu'il est doux le parfum du 8 mars. La 29e édition de la Journée internationale de la femme a mis le monde entier en transe sous le thème fédérateur défis et réalisations des objectifs du millénaire pour le développement pour les femmes et les filles. L'on a donc pensé avant de danser. L'apothéose au Cameroun avait pour théâtre ce samedi le boulevard du 20 mai. 60 000 femmes ont donné de la couleur aux festivités relevées par la présence de la première dame Chantal Biya. En guise d'épilogue à cette semaine exceptionnelle, Scène de Presse se fait l'écho de quelques combats de femmes. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour célébrer la femme camerounaise. Retrouvé dans cette édition de Scène de Presse, le focus du soir, c'est le directeur général des élections, engagé dans une double opération de refonte biométrique des listes électorales pour la diaspora et de révision du fichier pour les électeurs du triangle national. Scène de Presse, c'est aussi le zooming sur l'actu de l'association camerounaise des anciens élèves de l'ENA de Paris. C'est aussi la revue de presse, les plus de scènes de presse et n'oubliez pas, en fin d'émission, la primeur de l'info dans les unes du lundi. Mais je vous suggère tout d'abord de découvrir nos panélistes du soir, mis en scène par Gisèle Onguéné et Carlène Esso. Une voix qui ne passe jamais inaperçue. Grand reporter et chef de service des programmes et de la régie d'antenne à Sierre-TV Littoral depuis 2011. Voici Gisèle Nminga. Elle honore toujours ses confrères et consoeurs par ses analyses justes et objectives. Ni complaisante, ni sexiste, elle sert la télé faits sociaux, mais sait aussi mettre les points sur les i lorsqu'il le faut. Cette Amazone du micro est titulaire d'un Master in Business Administration and Management MBA obtenu à l'ESSEC de Douala. Hyper dynamique et créative, elle est pour le littoral responsable de l'Association des journalistes scientifiques du Cameroun. Gisèle Nminga est aussi le directeur de publication du magazine Ecomag. Si elle était Dieu, toutes les accoucheuses l'invoqueraient à l'heure de la délivrance. Mais Martine Abaye n'est qu'un médecin. Et c'est le gouvernement qui choisit de vouer un culte à son expertise en santé publique depuis son dernier diplôme décroché en Belgique, là-bas à l'Institut de médecine tropicale d'Anvers. Le docteur coordonne donc pour le Cameroun le programme national multisectoriel de lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile. Après avoir été plusieurs fois chef de service dans des hôpitaux publics, ensuite chef de la division de la coopération au ministère de la Santé publique, puis conseiller technique chargé du suivi des questions de santé mère-enfant, le besoin d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement, aspect santé de bébé et de maman, a poussé l'État à lui confier ce défi vu son doigté dans le domaine. Angela Forbin fait partie de ces dames qui ont un caractère poignant dans le monde des médias. Le franc-parler de cette journaliste lui a valu le surnom de Margaret Thatcher lors de son passage à la chaîne de télévision privée Canal 2 il y a quelques années. Angela Forbin suit aujourd'hui des cours à distance en master en journalisme à Howard dans le Maryland aux États-Unis. Titulaire depuis 2008 d'une double licence professionnelle en relations publiques et en marketing, cette passionnée des médias fait de nombreuses consultations. Son aptitude à manier aussi bien le français que l'anglais, duquel elle tire d'ailleurs son accent prononcé comme vous le constaterez, lui permet d'être membre des organisations telles que l'Union de la presse francophone et de Transparency International. Voici une femme armée jusqu'aux cils pour défendre les droits de l'homme avec grand H, et avec plus de force ceux de ses pairs, lorsqu'ils sont vraiment bafoués. Véronique Lehmann,
comprend le genre humain et sait analyser puis expliquer ses comportements et ses motivations. Parce qu'elle porte dans son bagage intellectuel une solide formation en anthropologie, en droit et en politique. Cette femme, qui a choisi de vivre en Bengué, n'ignore rien des dérives de la femme camerounaise pendant le 8 mars, ni ses revendications et aspirations dans les processus décisionnels. La consultante est formatrice en management et gestion prévisionnelle des emplois, des compétences dans les institutions sanitaires et sociales, cumule aussi plusieurs expériences de gestion de ressources humaines, notamment dans celle de l'École nationale de la santé publique de Rennes en France. Alors, s'exprimer sur les questions électorales ou sur les femmes et la santé de leur famille ou de leurs proches n'est qu'un jeu d'enfant pour elle. Merci Gisèle, elles sont toutes des nôtres ce soir, les unes pour la première fois, les autres pour la énième fois, pour ainsi dire. Mesdames, avant de croiser le verbe, juste le temps pour moi de signaler que la messagerie de scène de presse est déjà activée, que vous pouvez donc, comme toujours de la maison, participer à ces débats par SMS. Au vu du Cameroun, c'est au 81 76 et vu de la France, d'où l'on regarde Véronique Lehmann ce soir, c'est au 71 30. Et si vous êtes connecté sur les réseaux sociaux, vous pouvez, comme toujours, poster vos contributions sur notre page Facebook. Chère madame, voici le temps du débat avec donc les femmes camerounaises qui ont rivalisé d'entrain et de refrains hier, le temps de cette 29e édition de la Journée internationale de la femme. Avant d'amorcer la réflexion de fond, je voudrais vous interroger sur des impressions génériques sur les festivités et sur le sujet. J'accueille d'abord Gisèle Neminga avec plaisir. Bonsoir Gisèle. Bonsoir René Robert, bonsoir chères dames qui nous accompagnent ce soir et surtout bonsoir les spectateurs. Je vous accueille avec plaisir après une longue absence sur nos plateaux. Alors je voulais vous interroger sur le déroulé des festivités sur le D-Day. Hier, on a quand même constaté qu'il y a de moins en moins de déviances au fil des années. Les femmes sont moins à blâmer dans ces déviances et on a constaté qu'il y a eu un effort dans les différents domaines de la part des femmes pour donner une substance, pour donner un contenu à ces festivités tout au long de la semaine qui a précédé le jour J. Oui, je dirais que ça fait partie des reproches qu'on faisait aux femmes lors de l'organisation de la fête du 8 mars. Pour certaines, c'était devenu une occasion de débordement de toutes sortes, de violences. Mais je ne vais pas prononcer ce mot-là. Parfois, c'était plus grave encore. On a vu des femmes qui quittaient leur foyer le 8 mars pour en revenir une semaine après, parce qu'elles pensaient qu'elles n'avaient plus le pouvoir ce jour-là. Et elles ignoraient que le 8 mars, c'était 24 heures. Il est donc arrivé qu'au fil des ans, heureusement, les leaders de sexe féminin qui encadrent les autres femmes ont commencé à sensibiliser, informer sur les contours de la fête du 8 mars, sur l'importance de cette fête-là pour le devenir de la femme. Et aujourd'hui, vous l'avez constaté avec nous, avec beaucoup de plaisir, que les femmes se sont surtout adonnées aux activités de réflexion. Il y a eu des conférences ici et là à des thèmes suffisamment évocateurs et suffisamment importants pour leur avenir, pour réfléchir aux questions qui les préoccupent et dont vous avez évoqué certaines dans votre mot introductif tout à l'heure. On va y revenir, mais on a constaté, et là je voudrais accueillir Angela Forbin. Bonsoir Angela. Good evening. Et on a constaté également qu'il y a eu un déploiement du point de vue sectoriel, que dans chaque corps de métier, on a donné du contenu à ces festivités. Indeed, I saw a series of workshops. I'll speak in English so that my Anglo-Saxon culture might be reminded. The various sectors indeed give a chance to the woman to express herself for what she really is, but I think that deviant behavior is still a problem that must be handled. The 8th of March is the culmination of a series of activities, but the 8th of March is a D-Day, and so you're expected on the D-Day to have the most valorizing events to give value to the woman. And so if you still have even 1%
of Cameroonian women qui couchent tard et qui abandonnent leur mari dans les foyers et qui décident que les hommes vont faire la cuisine. C'est doublement grave parce que non seulement il y a les ménages brisés, mais il y a également le fait qu'on se rend compte que la femme n'est même pas consciente de ce que c'est que le 8 mars. Aimé Robert, en début du XXe siècle, lorsque les Russes, les femmes dans l'Union soviétique sont sorties dans la rue pour demander le pain et la paix, qui a fait partir le tsar à l'époque, un certain 8 mars. Il n'y avait pas de comportement déviant. In the 20th century, in the early 20th century, equally in the United States, when these women went on strike for labor reasons, for their labor rights, there was no deviant behavior. So this is not even, you're not even supposed to meddle with it. Mais on a quand même le sentiment que ça va décrescendo, que les femmes se sont davantage mobilisées, que ça va décrescendo. C'est vrai effectivement qu'il y a encore quelques... I don't want to dwell on the petty details because that's petty. What I want to dwell on is the women, the majority of these women who are in rural areas, do they understand the depth of what the Women's Day is all about? That's what I want to dwell on. Ça va être l'un des fils rouges de cette édition de Scène de Presse. Le temps pour moi d'accueillir Véronique Lehmann. Bonsoir. Bonsoir, Robert. Bonsoir aussi les spectateurs. Alors, vous n'étiez pas en France ce 8 mars, puisque vous êtes au Cameroun ce 9 mars. Mais j'imagine que vous êtes resté en contact avec nos compatriotes de là-bas. Comment se passe un 8 mars de la femme camerounaise à Paris? Nous ne fêtons pas le 8 mars au même moment. Les contraintes de l'éloignement font que le 8 mars à Paris est souvent décalé. La preuve, il a lieu le 15 mars. Mais moi, j'ai eu beaucoup de bonheur à assister au 8 mars au Cameroun parce que c'est une symbolique particulière. On parle de dérive, mais je pense que c'est aussi ce qu'il y a derrière cette date, comme le disait Madame tout à l'heure en anglais. Depuis 1910, on est en 2014, les choses ont évolué. Donc je pense qu'il y a un travail à faire sur les représentations, les préjugés et la symbolique qui accompagne cet événement qui a un caractère tout particulier au Cameroun avec le défilé, les conférences. On sent que c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus élaboré au Cameroun que nulle part ailleurs dans le monde. Oui, c'est justement que la question que j'allais vous poser. On a entendu dire ici et là, de la bouche même d'une ambassadrice, qu'elle disait qu'elle a fait le tour du monde et jamais elle n'avait vu un tel engouement autour du 8 mars. Ce qu'elle voyait au Cameroun était extraordinaire. Je vous rassure, le 8 mars au Cameroun, c'est vraiment particulier. C'est pour ça qu'il ne faut pas le rater sous aucun prétexte. La preuve, on est là ce soir. Non, mais j'ai envie de dire qu'au Cameroun, c'est vraiment toute une organisation avec le ministère de la Promotion de la Femme, autour de conférences, du défilé. Donc c'est un événement et un événement... Et avec la première dame qui, elle-même, il lui arrivait parfois de conduire les troupes au défilé au boulevard du 20 mai. Si on regarde le protocole, c'est la première femme, donc ça nous paraît normal qu'elle y soit. Elle y tient d'ailleurs, et c'est plutôt bien pour les femmes du Cameroun qui prennent exemple sur elle, et qui, au travers de sa présence, je pense, elle a des messages à passer, et c'est très important qu'elle, qui est considérée comme la première dame du Cameroun, soit là, et qu'elle fête ce moment de communion avec les femmes camerounaises. Moi, je vous redis, j'ai eu du bonheur à être à cette édition de 2014 au Cameroun. On voit comment vous transpirez même encore de bonheur ce soir à la seule évocation de cette célébration du 8 mars au Cameroun. Je voudrais maintenant accueillir le docteur Martina Baye et avec vous rentrer dans la problématique de fond. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Robert. Je rappelle donc que cette édition 29e du genre s'articulait autour d'une problématique existentielle, les défis et réalisations des objectifs du millénaire pour le développement, alors que l'échéance a été fixée en 2015. En sommes-nous aussi éloignés pour reprendre une interrogation rhétorique célèbre? L'on part quand même de ce septembre 2000 à l'initiative de celui qui était là alors secrétaire général des Nations Unies, l'Africain, le Ghanéen Kofi Annan. Le monde entier s'engageait donc autour de 8 objectifs du millénaire pour le développement. Et je voudrais que nous nous arrêtions d'abord sur l'OMD numéro 5, qui porte sur la santé maternelle. Et au Cameroun, c'est un véritable casse-tête parce que les chiffres récents sont plutôt inquiétants. On parle notamment de plus en plus de ces femmes qui perdent leur vie en donnant la vie. On parle de 4000 femmes décédées ainsi en 2012.
Merci de me donner l'opportunité de m'exprimer sur votre plateau, Aimé Robert. Je vais prendre part à une émission que j'aime d'ailleurs bien regarder. Merci. Alors, parlant de l'OMD numéro 5 qui consiste à améliorer la santé de la femme, à l'époque où l'objectif a été fixé, il était question de réduire de 3/4 la mortalité maternelle d'ici 2015, c'est-à-dire de 2000 à 2015. Au Cameroun, effectivement, la situation n'est pas très bien. On aurait voulu que ça soit meilleur. Malheureusement, nos chiffres sont plutôt très, très préoccupants. Mais je pense que le message qu'il faut retenir, ce qu'il faut retenir, c'est que une prise de conscience a été faite par les Camerounais, par l'État, et des efforts sont en cours de mise en œuvre. Et nous pensons que d'ici quelques années, la situation pourra changer. Alors, le 29 novembre dernier, le ministre de la Santé publique, André Mamafouda, a communiqué sur les nouveaux tarifs pour les accouchements. On a parlé de 6 000 francs pour l'accouchement simple. On a parlé de 40 000 francs pour une césarienne au lieu de 120 000, voire 300 000 francs. Est-ce que vous avez conscience que cela ne résiste pas, tu vois, à la réalité dans nos hôpitaux, que la réalité est parfois différente? Ça, c'est vrai. Je veux d'abord dire que pour réduire la mortalité maternelle, il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire. Il y a 3 choses. La femme doit, au moment où elle accouche, être assistée par une personne qualifiée, une personne qui peut bien conduire l'accouchement, savoir protéger le passage pour qu'il n'y ait pas de déchirure, pour qu'il n'y ait pas de problème. Deuxièmement, il faudrait qu'elle soit là où, s'il survient une complication, qu'on puisse agir, qu'on puisse la prendre en charge. Troisièmement, une fois qu'elle a accouché, il faudrait que son corps se repose avant la prochaine grossesse, ce que nous appelons la planification familiale pour l'espacement des naissances. Pour que son corps se repose, pour que le bébé aussi soit à un stade où il peut commencer à être un peu indépendant. Bon, maintenant, au Cameroun, je dois dire que depuis 2010, comme j'ai dit tantôt, depuis qu'il y a eu cette prise de conscience, l'État s'est engagé dans un vaste programme de recyclage et formation des personnes qui travaillent dans les maternités, parce que pour atteindre les 3 conditions que j'ai citées, il faut que le personnel soit qualifié. C'est ce que nous faisons depuis 3-4 ans. Maintenant, en deuxième lieu, on n'a pas encore couvert tout le pays, mais on a commencé déjà, en plus de ce personnel formé, à mettre en place des mesures qui permettent d'harmoniser un peu la prise en charge des accouchements, de diminuer un peu les coûts à travers ces kits d'accouchement et ces kits de césarienne dont vous avez parlé. Alors, sur la question, je voulais interroger Madame Leman. Comment est-ce que, de votre expertise, on peut comment dire, améliorer cet accès aux soins de santé de la femme? Moi, je voudrais commencer par d'abord dire que les OMD ont une approche holistique pour améliorer la condition des populations vulnérables. Donc, à partir de ce moment-là, il y a une différence entre les pays du Nord et les pays du Sud. Donc, une chose est de déclarer qu'il y a des objectifs millénaires de développement, mais il y a un ensemble de choses à remplir. Les politiques publiques en matière de santé, c'est une stratégie globale qui inclut certains indicateurs. Comme l'a dit si bien Madame Baye, médecin de santé publique, je pense que les chiffres sont peut-être plus alarmants au Cameroun, mais c'est un problème international aussi. Pour vous donner les chiffres au niveau mondial, 430 décès avant 1984 et 639 quand même au niveau mondial, ce qui montre que le Cameroun n'est pas le seul pays concerné par cette situation. Comment améliorer l'accès aux soins? Justement, j'allais vous dire que nous cherchons les solutions. Voilà, je crois qu'il n'y a pas de solution. Les choses commencent d'abord par les croyances culturelles. Pour mon sens, au Cameroun, c'est-à-dire que nous sommes dans une société où la femme accouchait sans toute la médecine. Quand on discute avec nos grands-mères, elles nous disent que vous accouchez, vos accouchements sont très médicalisés aujourd'hui. Donc, dans la tête de certaines femmes, on peut accoucher, c'est un acte banal. Pourtant, c'est pas un acte banal. Donc, je voudrais dire que les premières barrières sont d'abord culturelles. C'est-à-dire qu'il faut
que chaque femme soit éduquée aujourd'hui en sachant que le geste d'accoucher peut être un geste à risque. Donc, il y a des examens prénataux pendant la période de grossesse. Ensuite, il y a des examens qui sont exigés pour avoir l'idée de la santé de la femme. En plus, un ensemble de choses. Il y a l'alimentation de la femme pendant la grossesse. Il y a l'espace, la planification familiale, comme elle disait, toute une politique de natalité. Or, on constate qu'au Cameroun, non seulement on peut accoucher dans sa maison sans avoir ses examens prénataux, mais aussi on peut accoucher à 14 ans, entre 14 ans et 18 ans, 20 ans, avoir 7 bébés. Et ce qui n'est pas toujours favorable, qui n'est pas... Quant à l'accès aux soins, je pense qu'il y a un problème infrastructurel aussi, n'eût été le problème d'information. Qu'il faut adresser. Oui, Gisèle. Alors, le fait de ne pas passer ces examens, alors il y a des femmes qui pensent que c'est complètement aléatoire. Est-ce que ce n'est pas aussi parfois un problème de moyens, de pouvoir d'achat? Encore que le premier OND vise à réduire l'extrême pauvreté. Justement, j'allais dire à Madame Leman, faire les examens, ça suppose avoir un peu d'argent et c'est pas la chose la mieux partagée. Peut-être un nombre de prestations sont gratuites. C'est peut-être accessible à un certain nombre de femmes. C'est pas vrai au Cameroun où une grande partie de la population est encore dans les milieux ruraux. Mais à ce niveau, je voudrais quand même saluer le ministère de la Santé qui a fait un effort pour former ce qu'on appelle dans nos villages les mères accoucheuses. On les invite à des séminaires, on leur apprend des gestes médicaux, à suivre des grossesses dans leur village, dans leur milieu de vie. Et on leur apprend même parfois à identifier une grossesse qui peut devenir un problème et à faire acheminer les femmes concernées vers les hôpitaux. Je crois que c'est quelque chose de bien, mais je pense que ça pourrait encore être mieux. Dans le discours du chef de l'État, dernièrement à Boya, pour la célébration du cinquantenaire, et je l'ai écouté avec beaucoup d'attention, il donnait quand même quelques chiffres sur les centres de santé. Au Cameroun, depuis 1950 jusqu'à 2014, à l'heure où on célébrait, disons 2013, où on célébrait le cinquantenaire de la réunification, et c'était quand même hallucinant, parce qu'en 1950, on avait une centaine de centres de santé sur l'ensemble du territoire national, et aujourd'hui, on en avait près de 700. 700, si j'ai bien compris. 1900, à peu près, voilà, entre 1900 et 2000. Voilà, 1900. En tout cas, j'ai vu que la multiplication a été rapide, énorme. C'est bien. Je pense qu'au Cameroun, chaque département, chaque arrondissement a au moins un centre de santé. Le problème aujourd'hui est ailleurs, il faut l'équiper. Souvent, on a des éléphants blancs, ils sont là tout beaux, mais il n'y a aucun service à l'intérieur. Il n'y a aucun médicament. Il n'y a même pas parfois un médecin qualifié. Quand vous arrivez dans ce centre de santé, c'est l'infirmière du coin qui vous accueille. Et quand c'est une infirmière, parfois c'est une aide-soignante, et qui fait des diagnostics, qui fait des ordonnances. Je crois que c'est quand même un peu grave. Je crois qu'il y a aussi un peu de sensibilisation à faire au niveau des hommes, parce que des hommes et des femmes, les milieux médicaux. Parce que dans ces centres de santé, on affecte des Camerounais, des médecins qui sont sortis de nos écoles, mais qui arrivent là-bas et qui trouvent que ce n'est pas intéressant, viennent faire des tours de temps à autre et remontent dans les grandes villes pour faire des prestations dans les cliniques privées. Abandonnant les populations à leur propre sort. Abandonnant les populations à leur propre sort. Angela? What I was going to say, I'm going to insist on staffing and equipment because it's a serious problem. Il y a beaucoup d'hôpitaux qui n'ont pas de médecins. Je me demande ce qu'on va faire là-bas quand il n'y a pas quelqu'un pour attend to us. Il n'y a pas d'équipement. Et pour parler d'équipement, je vais aller jusqu'aux universités qui forment justement ces médecins. Parce que si on n'a pas d'équipement dans les hôpitaux et que les médecins sont formés dans les University Teaching Hospitals, qui sont les hôpitaux comme le CHU, and you don't have equipment there, how do you expect, even when a doctor is there, to be sure that he is well trained? So I think that's a problem. And then another problem is these women. How does the Ministry of Health educate these women? How are they encouraged to go to hospital? Do they know that they should go to hospital to be sure that their babies are going to be properly followed up and they're going to have a babies? Qui doit mener cette éducation? Peut-être les médias, non? The Ministry of Health. Les femmes de médias, but the campaigns, but the health promotion campaigns should be instilled by the Ministry of Health. She has a role of responsibility to play there. Alors vous êtes soumis à un feu de critique. Non, je suis très heureuse d'entendre les dames dire tout ce qu'elles sont en train de dire. En fait, c'est la réalité. C'est pour cela que j'ai dit, lorsque j'ai pris la parole pour la première fois, qu'il y a eu une prise de conscience. En fait, c'est tous des problèmes que nous essayons aujourd'hui de régler. J'ai dit que depuis 2010, il y a
nous avons commencé à adresser d'abord la problématique des ressources humaines. Il faut avoir des hommes et des femmes qualifiés. Que ce soit l'infirmière, l'aide-soignant, le médecin, il faut qu'ils sachent conduire l'accouchement. La deuxième chose, et d'ailleurs on a commencé à former les sages-femmes, chose qui n'était plus faite depuis quelques années. On attend la première promotion cette année. Et le ministère de la Santé publique en matière d'équipement de ces formations sanitaires a opté pour l'équipement des maternités en priorité. Je dois dire qu'avec tout ça, tout récemment, le Premier ministre a signé un texte qui crée un programme national multisectoriel. Ça veut dire que cette fois-ci, ça ne sera plus l'affaire du ministère de la Santé publique tout seul. Effectivement, comme a dit Angela, le ministère de la Santé publique, les infirmiers et les médecins doivent rester à la formation sanitaire, accueillir les femmes, bien les accueillir, bien les soigner. Mais il faut que quelqu'un, effectivement, les sensibilise pour qu'elles puissent venir à l'hôpital. Ça, nous ne savons pas le faire. C'est pour cela que le ministère de la Promotion de la Femme le fait déjà. Et nous allons, dans le cadre de ce programme, renforcer ces actions avec la participation de tout le monde. Alors, pour conclure sur ce TEMD, quel sort pour ce TEMD à l'échéance 2015 sur la réduction de la santé, de la mortalité maternelle? Ce qui est sûr, c'est qu'en 2015, nous n'allons pas atteindre l'OMD, mais je suis sûre que si on devait mener une autre enquête en 2015 par rapport à ce que nous avons eu en 2011, qui a montré que la mortalité a augmenté, on verrait qu'il y a quand même une certaine amélioration parce que, comme j'ai dit, en 2010, il y a d'abord eu une campagne pour l'accélération de la réduction de cette mortalité qui a été lancée. Et d'ailleurs, notre première dame en est la marraine. Et des actions ont été menées, ça fait 3 ans que ça se fait. Et puis tout récemment, il y a ce programme qui a été mis en place. Nous pensons qu'on ne va pas atteindre l'objectif en 2015, mais on est sur la bonne voie pour après 2015. Nous sommes sur la bonne voie. Madame, mais permettez, mesdames, que... Juste une petite remarque pour dire que je suis peut-être d'accord avec le docteur que des efforts ont été faits, mais je pense qu'ils sont très minimes. Et je ne serais pas surprise qu'on soit encore très loin des objectifs en 2015, surtout des objectifs de prise en charge dans nos hôpitaux. La prise en charge dans nos hôpitaux, elle est vraiment exécrable. Régulièrement, vous voyez d'ailleurs dans les chaînes de télévision des malades qui meurent à l'hôpital. Ils sont là, ils sont arrivés, ils sont assis et ils meurent sur leur chaise. Vous avez des femmes qui arrivent pour accoucher, puis personne ne les prend en charge. Vous avez le bébé qui meurt, parfois la mère suit. Je ne pense pas que d'ici 1 an, ces choses-là vont changer. C'est d'abord une question de mentalité. Véronique Lehmann, que pouvez-vous faire pour nous? Quand je dis vous, je dis, est-ce que des passerelles, il y a des passerelles possibles? Je n'ai pas de baguette magique pour le Cameroun, mais je voudrais juste nuancer le propos en disant que l'État ne peut pas tout faire tout seul, en fait. Le ministère de la Santé publique a déjà initié une stratégie sectorielle, ce qui est, pour un pays comme le Cameroun, il faut quand même savoir que les budgets de santé sont très chers. Et dans un pays comme le Cameroun, où il n'y a pas de sécurité sociale encore, enfin tout au moins pour la couche majoritaire de la population, puisque la sécurité sociale est accolée au statut de travailleur. Donc il y a des efforts budgétaires à faire, il y a des stratégies à trouver dans la société, dans des entreprises privées, voilà, pour financer les soins, et il y a des parcours de soins à construire. Moi je pense que ça fait un lien avec l'OMD d'éducation que nous avons un petit peu occulté. L'éducation. Non, nous n'avons pas occulté. L'éducation. J'allais vous interroger là-dessus. L'éducation. Comme vous teniez tous à parler de la santé, parlons donc de l'OMD numéro 2, assurer l'éducation primaire pour tous. Et je voudrais vous donner quelques chiffres pour montrer que là encore, il y a une disproportion entre la femme et les garçons. Il y a notamment quelques régions en retard. Selon quelques statistiques, la région de l'Est notamment, on dit 50% de filles pour 69% de garçons. À l'extrême nord, 38% de filles pour près de 70% de garçons. Là également, on voit le gap entre les garçons et les filles. Oui, parce qu'il y a toujours ce problème culturel dont je vous parlais. Initialement, la femme a été formée, la jeune fille a été formée pour être épouse et mère. Et donc, avec l'arrivée de la colonisation, la femme rentre dans une sphère moderne où il faut avoir un rôle social avec la ratification des conventions internationales. Donc, on est dans un modèle traditionnel qui confronte un modèle moderne. Donc, les femmes, les jeunes filles doivent aujourd'hui être
formés, d'où les enjeux de l'éducation. Mais cette éducation a des liens avec la santé maternelle. Il faut que les femmes comprennent qu'elles soient sensibilisées au rôle de l'hôpital, des grossesses à risque ou de risque de perdre leur bébé. C'est aussi une politique globale de santé. Alors, on en revient au premier OMD, réduire l'extrême pauvreté et la faim. Vous parliez d'approche holistique tout à l'heure. On se rend compte que finalement, tout cela est lié, c'est systémique. Education is definitely linked to the fight against poverty. Because if these women are not taught to have their baths, let me take an example. Women in rural areas, is that the children look up to the mothers to feed them. And so the mothers have to go to the farm to get food for the children. And so if she's not taught, if she's not educated, if she doesn't know she has to take care of herself, she has to clean the house, then we're never going to come out of poverty. The mother has to be educated to make any sense, because even when the children are sent to school, when they go to school, they come home, they're waiting for their mother to give them the okay to say this is true for the children to validate. I mean, growing up, that's how I went to, when I went to school, I'll come home and ask my mother if this was true when they gave me my assignments. So they're looking up to the mother. And the little girl, education, if you do not send the little girl to school, if she's sent into an early marriage and her future is taken away from her like that, because she's going into a marriage where the man is 60 years old and she stays old. Encore court. À qui la faute, Gisèle? Mariage précoce, discrimination, on voit ça se passe au Cameroun, hein. On parle de la région de l'Est où quand il y a 50% de filles, il y a près de 60% de garçons. À l'extrême nord, quand il y a 38% de filles qui vont à l'école, 70% de garçons qui vont à l'école. Mais Robert, vous avez dit quelque chose de très important tout à l'heure, les habitudes culturelles. Elles impactent énormément sur notre façon de faire. Et je vais également rappeler qu'au Cameroun, on a encore près de 60% de la population qui vit dans les zones rurales. Vous trouvez que, vous convenez avec moi que c'est quand même très important. Des gens qui parfois sont à peine allés à l'école primaire, pour certains, d'autres ne sont jamais partis. Donc tout ce qu'ils ont comme univers, c'est leur pratique traditionnelle, marier les filles précocement parce que la dot de la fille doit servir à donner la dot pour la femme du garçon. Il y a tout ce genre de choses. Il faut les former, il faut leur dire que ce n'est pas comme ça que les choses se passent aujourd'hui dans un monde moderne. Je crois que c'est d'abord le poids de notre population rurale. Maintenant, le poids de nos cultures, sur nos façons de faire, même ceux qui sont en ville. Ne vous leurrez pas trop. Même en ville, il y en a qui réfléchissent comme au village étant en ville. Mettez-vous quelque part et puis observez les Camerounais, vous allez être... It's a machistic society. Alors, mesdames, je vous propose un arrêt de revisiter d'autres faits marquants de l'actualité de la semaine, y compris donc évidemment la Journée internationale de la femme, comment y échapper cette semaine. La presse également s'en fait l'écho, c'est dans cette revue de presse. C'est le meilleur de l'info dans les meilleurs tabloïds de la place. C'est une signature de Zenabo Kouandou, la revue de presse. Justement, la revue de presse n'est pas encore calée. Je vous propose, mesdames, de passer à l'OMD numéro 3, qui vise donc à promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Dans ce chapitre, il y a une dame qui est en pointe dans ces combats de femmes, Justine Difo, qui est la présidente de More Women in Politics, qui relevait au chapitre des défis à la fois psychologiques, normatifs, économiques, politiques et financiers. Et je voudrais que nous baignions dans ce qu'on a considéré l'année dernière comme un saut quantitatif des femmes dans l'arène politique, en prenant pour illustration l'Assemblée nationale et le Sénat, donc le Parlement de manière générale, avec 56 femmes députées désormais et 20 femmes sénatrices. Et on le brandit partout pour montrer comment au Cameroun, il y a eu un saut quantitatif, voire qualitatif des femmes en politique. La parole à qui veut la parole. Effectivement, je pense que c'est une très bonne chose, Robert, que les femmes puissent se retrouver à ces sphères. Aujourd'hui au Cameroun, on sait que à l'Assemblée nationale, on est à 31% désormais des femmes qui sont dans cette chambre. Alors que on a un tableau que je vous propose de découvrir ce tableau qui est riche en enseignements, qui présente le poids des femmes de pouvoir au Cameroun. Alors nous avons, je rappelle, les statistiques compilées par More Women in Politics, 8 femmes ministres, 56 femmes députées, 20 femmes sénatrices.
7 directeurs généraux de société, 5 directeurs généraux adjoints, 4 qui sont PCA, 5 secrétaires généraux des ministères, une seule femme recteur, une seule femme ambassadrice, une seule femme préfet, une seule femme secrétaire générale des régions et 7 femmes sous-préfets. J'ai envie de dire tout simplement, Aimé Robert, c'est déjà bon, mais pourvu que ça dure. Parce qu'il y a quelques années... Une dame à la fois. C'est Gisèle qui a la parole. C'est Gisèle, sous la base de ces chiffres, de ces statistiques. J'ai d'abord envie de dire c'est ridicule quand on sait que 50... Vous le disiez là, Gisèle. Non, j'ai dit... Vous dites tout ça bien et puis après vous dites c'est ridicule. Non, j'ai dit c'est encore ridicule au regard de ce que représentent les femmes au sein de la population camerounaise, près de 52%. C'est pas moi qui le dis, c'est le dernier recensement. Maintenant, je salue l'effort qui est fait pour intégrer un maximum de femmes dans l'univers politique au Cameroun. Mais j'ai envie de dire aussi que tout n'est pas que politique. Tout n'est pas que politique. Restons dans la sphère politique. On va parler de la femme rurale tout à l'heure. Non, je ne parle pas de la femme rurale. Je parle de l'intégration des femmes, la promotion de la femme au sein de la société. Oui, restons dans la sphère politique, s'il vous plaît, Gisèle. On va, le débat... Bon, j'espère que le débat nous permettra de parler... Oui, restons dans la sphère politique parce que comme nous avons cette illustration qui campe véritablement le poids politique. Les directeurs ne sont pas forcément des politiques. C'est des gens qui gèrent des entreprises. Non, mais vous savez, les entreprises aussi peuvent faire changer les choses, évoluer dans le sens... Non, j'allais dire que je pense que ces femmes, 30% quand même, à l'Assemblée nationale. Si 31,11%, voilà, pour être plus précis. Donc au-delà des 30% que fixe le plan d'action du budget. Si elles sont vraiment... si elles portent vraiment la cause de la femme dans à ce niveau-là, je pense que ça pourrait apporter quelque chose. Il faudrait maintenant qu'elles, à leur niveau, qu'elles soient assez outillées. Par exemple, si je prends le domaine qu'est le mien, la santé, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un réseau de femmes à l'Assemblée nationale qui se constituerait, et d'hommes aussi, pour lutter contre cette mortalité maternelle qui devrait désormais être le problème de tout le monde. Véronique Lehmann brûle d'envie de réagir. Oui, je brûle d'envie de réagir parce que les chiffres sont parlants d'eux-mêmes. 8 femmes ministres sur 56, ça fait quand même 5%, si on fait un calcul rapide. Au risque de paraître redondant, les sources viennent de l'éducation et des barrières. Il faut que les femmes aillent à l'école. On parlait tout à l'heure des jeunes filles, des chiffres des jeunes filles qui ne vont pas à l'école par rapport aux garçons. Il n'y a que 8 femmes de ministres. Est-ce que c'est une affaire de femmes? Non, je pense qu'il y a un problème d'éducation. Si elles ne vont pas à l'école et qu'elles ne sont pas assez formées, si elles n'ont pas... Laissez-moi terminer, s'il vous plaît, parce que vous avez parlé tout à l'heure, il faudrait que je puisse aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Si les inégalités commencent dans la formation, vous ne pouvez pas être une femme politique confiante de vos convictions si vous n'avez pas été à l'école. Si elle meurt en accouchant, c'est sûr que le nombre va regresser au fur et à mesure des années. Moi, j'ai envie de dire que tous les OMD sont liés. L'éducation, la santé et la représentation politique. Et tout ça m'amène aux politiques publiques qui doivent encourager la parité, qui doivent mettre des mesures en route pour que les femmes soient représentées. 31%, c'est déjà bien, mais il faut continuer. I look at the chart and I know that 52% of the population, Cameroonian population, is female. They're women. I also know that you cannot tell me that in Enam there were only men. You cannot tell me that in EMEA there were only men. So that argument for me doesn't hold. It's petty. It's petty. It's time the government stood and recognized the woman for what she is. Because Ban Ki-moon, let me tell you, Ban Ki-moon in his address on women for this year acknowledges the fact that countries with more gender equality have better economic growth. Companies with more women leaders perform better. Peace agreements that include women are more durable. If the United Nations at the very summit recognizes the value of the woman in terms of professionalism, there's no barrier that should be holding us back but a society full of machos. Because the women are educated, but unfortunately, even when they get into organizations with their MBAs, with their PhDs, they're looked at as pleasure-giving objects. Gisèle? Je partage un peu ce qu'elle dit parce que si on revenait aux chiffres de politique que vous avez donné tout à l'heure, 56 femmes députées, 20 sénatrices, 8 ministres, une ambassadrice, un préfet. Sur quelle population? Elle a fait un calcul rapide tout à l'heure, elle a dit 5%. 5%, c'est une population qui représente 52%. Non, 5% pour les ministres. Parce que pour les députés, elles sont 31%. Pour les sénatrices, elles sont 20%. Jusque-là, ça ne fait même pas 40%. Pour celles qui représentent plus de la moitié de la population. Et puis, madame a parlé tout à l'heure des questions d'école.
Moi, je crois que les femmes vont à l'école. Ouais. Elles vont à l'école. Regardez dans les salles de classe, allez interroger les enseignants. Elles sont là, elles font l'école. Et même quand elles ont fait l'école, elles n'ont pas les mêmes chances que les hommes. Vous comprenez que 50 ans après les indépendances, qu'on en soit arrivé à nommer la première femme préfète, il y a seulement, ça fait à peine 2 ans. Yeah. Mais je trouve que c'est scandaleux. Parce qu'à l'ENAM, je ne suis pas convaincu que les hommes sont les plus brillants. Je suis convaincu qu'il y a des femmes là-bas qui sont brillantes. On en veut pour preuve. Aujourd'hui, pour lutter contre la pauvreté dans ce pays, on s'est énormément appuyé sur les femmes. À la fois celles qui sont allées à l'école que celles qui ne sont pas allées à l'école. Elles ont soutenu les familles quand les familles étaient en difficulté. Et puis pour être ministre, ou pour être député, ou pour être sénateur, est-ce qu'il faut forcément avoir été à l'école? La preuve, on a des illettrés là-bas. And the proportion in parliament, if I look closely, if you inverse the figures and you teach men in parliament, I'm sure that the laws we're going to come up with are going to make more sense if you have a majority being the women. De réagir en rappelant que la société camerounaise, comme toutes les sociétés, sont quand même patriarcales. Donc il y a une organisation de la société qui fait que la femme porte en même temps des responsabilités au sein du couple, de la famille. Et la politique demande une disponibilité en termes de temps pour arriver au haut sommet. Et c'est quand même important, tant qu'on sera dans des sociétés patriarcales, où l'organisation au sein du couple ne donne pas des espaces, parce qu'il faut s'occuper des enfants. La plupart des réunions, c'est le soir. Il faut quand même énormément de temps pour faire des choses. Je pense que les structures même des sociétés ont aussi une cause dans ces choses, même si les nominations ne dépendent pas des études, même si les nominations, je suis d'accord avec vous, mais je pense que les choses sont organisées de manière à ce que les femmes soient... Je vous dis, Madame Le Manquet, si vous parcourez nos administrations, nos entreprises, vous allez voir que quand les femmes ont des responsabilités, elles sont à leur poste de travail. Je parle sous le contrôle de Madame, peut-être même sous le contrôle d'Aimé Robert, qui peut nous parler un peu de ce qui se passe ici. Quand les femmes ont des responsabilités, elles sont là. Elles ne manquent jamais à leur devoir. Elles s'organisent. Elles peuvent mener de front toutes les différentes activités, les activités de mère, de femme, d'épouse, de DG, ou je ne sais pas trop quoi. Mais ce que vous dites là, c'est les arguments des hommes. Ils veulent écarter les femmes. Ils ne sont jamais là, elles vont accoucher. Même en Europe, les femmes vont accoucher. Just to add to maternité. Yeah. Ça doit devenir un scandale si les femmes de chez nous accouchent. Just to add to what you're saying, women are even more organized than the men folk. Women are the only species of human beings that know how to multitask. C'est la seule race, c'est la femme qui sait faire 6 tâches à la fois. Un homme est incapable de faire 6 choses à la fois. And I think that the woman's responsibility, you just cannot underlook the woman's responsibility, because even if I were to quote the Bible, in the Bible, the only 2 times God uses the helper is for the woman and the Holy Spirit. So the woman, you just can't do without the woman. You must have her in positions of responsibility that the society may turn around. Docteur Baye, comment vous conciliez, quand on est haut fonctionnaire, comment on concilie, on mène de front justement ces responsabilités? Je pense que j'ai dit tantôt que les femmes savent s'organiser. Il suffit qu'elles soient conscientes des tâches tout ce qu'elle a à faire au courant de la journée. Elle planifie sa journée, elle s'organise. Et effectivement, comme elle a dit, les femmes qui ont des positions de responsabilité, moi j'ai vu, elles s'organisent. Vous allez la voir, il y en a même qui, lorsqu'elle a accouché, après ces 3 mois de congé de maternité, elle sait qu'elle a une heure de tétée, elle vient au bureau, elle travaille. À une certaine heure, elle s'en va, elle allaite le bébé, elle revient, elle continue, elle la prend toute la journée. Donc, il suffit de le vouloir et on y arrive. Alors, il y a quand même une volonté politique. Il faut dire que les hommes également ont grandi dans cette réflexion-là. Aujourd'hui, quand un homme a sa femme qui a un poste de responsabilité important, il l'épaule. Absolument. Il comprend de plus en plus. Il accompagne. Parce que les femmes, pas tous. Mais certains hommes encore. Il y a quand même des retardataires. On ne peut rien contre ça. Mais la plupart des hommes qui ont des femmes qui montent et qui appuient leurs femmes et sont Et mais Robert, je voudrais réagir en disant que c'est aussi peut-être le moment d'interpeller les hommes dans les OMD, justement, parce qu'ils ont un rôle à jouer dans l'accompagnement de leurs sœurs, de leurs épouses, de leurs mères, dans cette évolution d'égalité de droit, parce que c'est une question d'égalité réelle, hein, de droit et de dignité humaine. Tant que les femmes seront en arrière, je pense que la société avancera de manière un petit peu moins efficiente.
Alors, selon quelques chiffres qui peuvent donner du crédit à l'argument de Gisèle Neminga, dans le secteur informel, dont on compte, comme de bien entendu, 51% de femmes, et dans le secteur formel, sur les 90 000 entreprises recensées, 29% sont dirigées par les femmes, et ça ne se porte pas très mal. Pour mettre de l'eau à votre moulin, vous allez constater également que les entreprises qui sont dirigées par les femmes se portent toujours mieux que les entreprises dirigées par les hommes. Parce que les femmes sont plus tatillonnes, elles ont peur en fait de faire des erreurs. Et quand elles ont peur, elles sont plus regardantes que les hommes et concèdent moins leur pouvoir parce qu'elles ne veulent pas être flouées dans l'organisation de leur entreprise. J'en connais qui ne seront pas de votre avis, hein, c'est ce plaidoyer pro domo. Mais alors, ça m'amène quand même à vous poser une question sur les hommes qui se méfient malgré tout de la réussite des femmes, qui est toujours considérée comme un peu suspecte. On a l'impression que, d'après certaines perceptions, qu'elles ne méritent pas toujours leur réussite, qu'elles empruntent toujours les raccourcis. Il y en a qui le pensent, alors que ce n'est pas toujours vrai, effectivement. Il y a des femmes méritantes qui arrivent. En anthropologie, on appelle ça des préjugés et des représentations, en fait, sur la femme, hein, qui, malgré le fait qu'elle ait fait les mêmes études, qu'elle occupe les mêmes responsabilités, doit toujours faire 3 fois plus qu'un homme. Voilà, ce sont des préjugés qui sont construits autour des femmes. Et je pense que tant que la société aura ce regard, voilà, et on aura du mal à avancer justement sur les objectifs qu'on a à atteindre, parce que les préjugés, les préconstruits sont tellement forts que quelquefois, dans les entreprises, on parlait des postes de responsabilité tout à l'heure, quand vous voyez que vous avez des collègues hommes qui, lors d'une réunion, accaparent la parole. Ça c'est, vous en avez comme ça, je pourrais vous en citer des exemples, hein, où vous avez l'impression qu'il y a une sorte d'organisation qui est faite pour que les femmes soient un petit peu... Donc, j'ai envie de dire, dans cet objectif-là, dans ces défis-là, il faut déconstruire tous les préjugés mentaux qui sont déjà dans les têtes des hommes et même de la société tout entière. Alors, question ouverte aujourd'hui, mesdames, c'est quoi aujourd'hui une femme qui a réussi? Parce que nous restons sur ces schèmes-là. Avant, une femme qui a réussi, c'était une femme qui suivait un cursus, qui se mariait, qui faisait des enfants. Aujourd'hui, c'est quoi une femme qui a réussi? Avant de dire ce que une femme qui a réussi à Émile Robert, je voulais quand même dire qu'on dit les raccourcis utilisés par les femmes. Qui est femme aujourd'hui, qui est homme? On ne le sait plus, tout le monde utilise les mêmes raccourcis. Donc on arrête de pointer un doigt accusateur sur les femmes en disant qu'elles utilisent les raccourcis. On les utilise tous. On est même menacé. Il y a la concurrence. Je ne vous suis pas, c'est ce Soyez plus je ne vous suis pas. Et je ramène ma question. C'est quoi aujourd'hui une femme qui a réussi? Pour moi, une femme qui a réussi, c'est une femme qui atteint les sommets de la société dans son domaine d'activité. Même si sa vie familiale est calamiteuse. Pourquoi la vie des hommes n'est pas calamiteuse quand ils ont percé? Est-ce que la vie des ministres hommes ou des hommes est calamiteuse parce qu'ils sont devenus DG? Pourquoi ça pose un problème quand il s'agit des femmes? Non, je refuse cela. Je pense qu'une femme qui a réussi, c'est une femme qui a réussi à s'imposer dans la société. Ça peut être une sportive. Hier au défilé, on a longuement insisté sur Sarah Etongé, qui est une femme pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Voilà une femme, étant donné son âge, étant donné le nombre d'accouchements qu'elle a connus, qui est toujours fière. Et vous l'avez vu, c'était vraiment une démarche royale hier à la place des fêtes. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Je trouve que dans son domaine, le domaine sportif, même si elle n'a pas gagné les Jeux Olympiques, elle est une femme dont on peut parler avec beaucoup de fierté. Quand on va dans le domaine de la gestion des entreprises, on va dans le domaine politique, il y a une femme, quand elle passe, les gens rigolent. Mais je trouve que elle peut faire un cas d'école. J'ai envie de nommer Françoise Soni. Elle n'a pas fait beaucoup d'études, pour ceux qui la connaissent. Mais elle a réussi à s'imposer, pas seulement au niveau camerounais, mais bien au-delà du Cameroun. On s'attend à ce qu'elle tienne des grands discours très attirés de la langue française ou de la langue anglaise. Mais ce n'est pas avec ça qu'elle s'impose sur le terrain à Douala. Elle est la seule femme au Cameroun, il semble, jusqu'à présent, ou alors elles ne sont pas très nombreuses, qui soit chef de section, président de section RDPC. Il n'y en a pas beaucoup, parce que les hommes se sont assis à la section et ils pensent qu'il n'y a que pour faire de la politique. La preuve, c'est que ça n'est pas toujours très brillant.
Mais quand vous prenez ce que Françoise Sony fait à Douala 5e, c'est quand même extraordinaire. Et elles sont comme ça quelques-unes, même dans le domaine de la presse, qui s'imposent par leur façon de faire. Pour moi, c'est ça une femme qui a réussi. Angela, c'est quoi une femme qui a réussi? I think it's definitely being the best at what you do. There's an American president who spoke of you, if ever you were as little as a road sweeper, you got to be the best road sweeper on earth. And so if you're a professional, say you cook food, you have to be able to cook food in such a way that you keep your clients, but you also have to be able to manage the two, because that's, in any case, the man and the woman don't have similar roles. A man cannot carry a baby, so you have to be able to manage that aspect, who you are, and the professional aspect. Docteur, d'abord. Moi, bon, je ne sais même pas pourquoi une femme. Moi, je dirais une personne qui a réussi, que ce soit un homme ou une femme. Nous parlons des femmes ce soir. Bon, d'accord. Alors, une femme qui a réussi... C'est vous qui l'avez voulu, hein? Une femme qui a réussi, c'est celle qui, dans les choix qu'elle a opérés, elle a choisi de fonder un foyer, elle a choisi de travailler. Elle fait, et elle le fait bien, comme de le dire Angela, c'est-à-dire savoir assumer les choix qu'on a faits. C'est que dans ma question, il y a un sous-entendu, il y a un énoncé caché. Oui, il y a la perception, le regard de la société. Je voudrais justement mettre un bémol sur le mot réussite. C'est quoi une femme qui a réussi? C'est quoi le curseur? J'ai posé la question. Voilà, moi je suis très allergique au mot réussi. Il y a une perception de la réussite personnelle, il y a une perception de la réussite par rapport au groupe, il y a une perception de la réussite par rapport à la personne individuelle. Vous pouvez très bien réussir une belle carrière, mais vous êtes malheureuse en ménage. Enfin, les femmes en apparence on a l'impression qu'elles ont réussi, mais leur santé mentale est chaotique. Enfin, donc je pense que l'essentiel, c'est de pouvoir faire ce qui vous plaît, d'avoir le poste que vous avez envie d'avoir et d'assumer sa féminité. Parce que quand on dit une femme doit aussi être capable d'assumer tout cela, mais aussi de garder une part de sa féminité, l'émotivité qui caractérise la femme. Et je pense que la réussite à ce moment-là devient quelque chose, un tout global. Donc on peut résumer en dire, une femme qui a réussi, c'est une femme qui devient un modèle social dans son domaine d'activité, mais aussi dans sa vie quotidienne. Une fois de plus. Et je vous pose la dernière question sur les réserves qu'émettent certains sur la productivité des femmes. Portées au nu, portées au poste de responsabilité. Il y en a qui continuent à avoir des réserves sur la productivité des femmes. Je pense qu'ils ont tort. En tout cas, moi, je ne sais pas. Vous voulez qu'ils disent les choses de manière plus triviale? Oui, oui, peut-être. Oui, parce qu'il y a des permissions d'absence tous les jours pour les hôpitaux, pour des examens. For everybody. Pour tout le monde. For everybody. Pour tout le monde. For everybody. That hypothesis is a 1960s hypothesis. It's for everybody now. You know something? Donc rien à dire sur la productivité. Talking about nothing. Non, talking about maternity leave. Sur la performance, in sur la productivité, rien à À dire. partir du moment où toutes les conditions sont réunies. Organization. Et elle récupère sur son temps de travail. And in fact, hospital, let me take the case of maternity leaves. In countries now, in strong democracies, they're reducing the number of weeks a woman goes on maternity leave. Some are talking of 6 weeks. So back 6 weeks after, they go to work until they have their babies. I know of a woman who started the labor pains in the car as she was driving to work. 6 weeks after you're back in work, how much have you missed out of work? Tell me if you're away for 6 weeks. Donc pour vous, tout cela n'est que conjoncture. Que même accoucher, c'est un rôle social. Oui. Si les femmes ne font pas des enfants, we will not have the men. Comment pour s'accroître? On ne peut pas lui demander une chose et son contraire. Il faut bien qu'elle assume qu'elle mène de front les deux activités. Et si on veut qu'elle mène de front, qu'on lui accorde un peu d'espace. Mais Robert, moi je voudrais faire partager mon expérience de manager sur les salariés que j'ai. Ce n'est pas les femmes qui sont les plus absentes. Malgré le fait qu'elles accouchent, qu'elles passent des nuits blanches quelquefois avec des enfants malades. Parce qu'il faut aussi dire que la société n'a pas prévu, à part des autorisations d'absence, voilà, tout ça pour des femmes qui quelquefois se lèvent après avoir passé une nuit blanche parce qu'il y a un enfant ou deux qui ont de la fièvre et arrivent. Vraiment, je pense qu'une fois de plus, ce sont des préjugés, des préconçus à l'égard des femmes. Yeah. I totally agree with what she Vous says. dressez I definitely agree. définitivement. Non, mais la réalité. De vous commencer là. Non, on veut juste déconstruire. Because you have absentee landlords too who are voici men. donc ces femmes dressées debout comme un seul homme et qui avancent résolument, qui avancent, That's very sexist. qui avance, homme avec grande tâche, qui avance résolument vers donc l'égalité des sexes et l'autonomisation
de la femme. C'est en tout cas également un des objectifs du millénaire pour le développement qui doit permettre donc d'avoir une société équilibrée. Si vous permettez, mesdames, on va passer à autre chose. Peut-être d'abord la revue de presse. Non, le focus du soir. Et le focus du soir nous amène dans le champ politique avec Elections Cameroun qui tenait en début de semaine une concertation avec les autres acteurs du processus électoral dans un contexte de refonte biométrique des listes électorales pour les compatriotes de la diaspora et de révision de ces fichiers électoraux pour nous du triangle national. Et je vous propose à ce sujet les éclairages du directeur général des élections, Mohamed Sani Tanimou. C'est le focus du soir dans Scène de presse. Nous avons lancé l'opération de réforme des listes électorales des Camerounais établis aux résidents à l'étranger par Libreville pour une raison toute simple. Lors de l'élection présidentielle, c'est au Gabon, donc à Libreville, que nous avons enregistré le plus grand nombre d'inscrits, soit environ 6300. Et j'ai estimé que c'était de bon ton que j'aille les inviter à venir se réinscrire sur les listes électorales dans le cadre de cette fois-ci de la réforme biométrique. Nous couvrons exactement 32 pays, mais 40 destinations. Parce qu'il y a des pays qui ont 3 destinations, 2 destinations, comme le Nigeria, il y a 3 destinations, alors que c'est un seul pays. La France, on a 2 destinations, Paris et Marseille, etc. Donc pourquoi maintenant? Eh bien, vous savez que nous avons dû ajourner l'inscription des Camerounais de la diaspora l'année dernière pour des raisons pratiques. L'organisation des élections des municipales ne nous ont pas donné suffisamment de temps pour nous occuper de ces compatriotes. Et nous avons pensé qu'à partir de cette année, on pouvait lancer la refonte justement à l'extérieur et la révision à l'intérieur du territoire national. Les Camerounais de la diaspora s'inscrivent sur la base de la carte consulaire. Autrement dit, il faut que les Camerounais soient connus au niveau du consulat comme Camerounais avant qu'ils ne s'inscrivent. Donc, s'ils sont nombreux dans un pays donné, mais s'ils ne sont pas connus au niveau du consulat, ils ne pourront pas s'inscrire. D'où la nécessité pour eux d'aller donc se faire établir les cartes consulaires pour pouvoir s'inscrire. Maintenant, quant aux nombreux, nous sommes ouverts, nous prendrons tout ce que les points focaux que nous avons installés, que nous installons encore dans des pays, vont nous fournir. Le rythme peut paraître lent, voire timide, mais quand on a à l'esprit les chiffres que nous avons atteints en 2013, on peut comprendre pourquoi dans certaines régions, on ne peut pas s'attendre à un chiffre significatif. Je vous prends le cas du Nord, qui avait fait autour de 96% de taux d'inscription en 2013. Presque sur 100 électeurs, nous n'attendons que 4, par exemple, dans le Nord. Nous avons des régions comme même le Centre. Nous avons des régions comme le Sud. Nous avons des régions comme l'Ouest, qui avait dépassé les 85-88%. Donc, grosso modo, à partir de nos chiffres, nous savons que le foyer qui nous intéresse particulièrement, c'est le Sud-Ouest, qui n'avait même pas atteint 60% de taux d'inscription. Nous avons le Nord-Ouest et l'extrême Nord. Voilà les 3 régions qui nous préoccupent à l'heure actuelle. Donc, nous pensons que maintenant que l'opération a pris son envol, ça fait quand même 2 mois que nous avons lancé, petit à petit, les partis politiques vont se mobiliser, la société civile également, pour que le maximum de lecteurs reviennent, particulièrement à travers les régions que je viens de vous citer. Et n'oubliez pas que l'opération va aller jusqu'au 31 août de cette année et va reprendre en janvier prochain jusqu'à ce qu'il y ait convocation de corps électoral. La loi, jusqu'à présent, n'a pas fixé le nombre de conseillers régionaux par région. On ne les connaît pas. De la même manière, et contrairement à une idée reçue, nous ne savons pas qui est électeur pour les régionales. La loi dit qui peut être conseiller régional. Ce sont les représentants des délégués des départements et les représentants du gouvernement traditionnel élus par leur père. Voilà qui pourra être, d'après la loi, d'où viendront les conseillers régionaux. Mais quel est l'électorat de conseillers régionaux? La loi ne le dit pas. Donc ce ne serait que lorsque nous saurons tout cela que nous allons prendre disposition pour constituer donc les fichiers électoraux pour les régionales. Donc il y a un travail préliminaire à faire au niveau du Parlement. Je reviens
qu'il y a eu un gap d'environ 200 000 entre les hommes et les femmes lors de la refonte, dont les hommes se sont mieux inscrits que les femmes. Et depuis le démarrage de la révision cette année, les hommes s'inscrivent encore mieux que les femmes. D'après nos chiffres, il y a plus d'hommes qui s'inscrivent que les femmes. Donc, et comme nous le savons, vous ne pouvez pas être élu si vous-même vous n'êtes pas électeur. Donc, quand les femmes viennent s'inscrire pour pouvoir postuler demain, on ne sait jamais. Et je sais que c'est elles qui animent la vie des partis politiques. On le sait presque dans tous les partis politiques. Donc, il n'y a pas de raison qu'elles ne soient pas aussi les premières à s'inscrire. Alors, retour en plateau dans l'obscurité à la suite de cette coupure d'énergie électrique. Juste le temps de vous annoncer notre prochain élément, c'est le zooming du soir dans Scène de Presse qui campe cette convention signée entre l'association des anciens, l'association camerounaise des anciens de l'ENA de Paris et avec la structure mère, ce qui permet donc à l'association camerounaise d'avoir désormais pignon sur rue à l'international. C'est en tout cas la trame de ce zooming du soir, une signature de Martine Noël Ndengue. L'ambassade de France a été le témoin de la consécration pour la SENA, l'association camerounaise des anciens élèves de l'ENA, la prestigieuse École nationale d'administration de Paris. Grâce à ce protocole d'accord signé entre Christine Demesse et Richard Evina Obam, respectivement président des associations françaises et camerounaises des anciens de l'ENA, le Cameroun devient ainsi le 39e pays à faire partie de la Confédération des produits de cette école. Un protocole plein d'avantages. C'est un grand moment pour l'association camerounaise des anciens élèves de l'ENA de France qui a signé un protocole d'accord avec l'association sœur française en vue de son affiliation à la Confédération internationale des associations d'anciens élèves de l'ENA. Cet accord permet aux différentes associations, en cette heure de mondialisation, d'échanger de bonnes pratiques, d'informations. L'association française compte ainsi apporter des appuis multiformes à la SENA, notamment dans la valorisation du secteur public et également soutenir le secteur privé. Quand vous rejoignez un réseau qui est un réseau extrêmement intéressant, c'est l'occasion de rétablir des liens forts, de voir ce qui, dans chacun des pays, fonctionne pas, ou comment on peut aider les uns et les autres. C'est à la fois ce genre de problématiques que l'on observe et surtout c'est aussi des relais extraordinaires à la fois pour notre diplomatie, la vôtre, celle des autres pays, les entreprises et en même temps à l'ENA française, on apprend et on est convaincu d'un certain nombre de valeurs qui sont des valeurs de service public, des valeurs d'une certaine conception d'État que tout le monde partage. La SENA, qui compte jusqu'à ce jour 41 membres, entend participer pleinement au programme d'émergence du Cameroun en devenant une force de proposition. En ce qui concerne notre action quotidienne en tant que fonctionnaire et qui s'illustre par une présence effective, une participation significative à la conception, à la mise en œuvre et même à l'évaluation des politiques publiques au Cameroun. La preuve, c'est cette présence dans les hautes sphères des administrations publiques camerounaises. Nous entendons aussi, en tant que force de proposition, participer à la production intellectuelle, à la valorisation des idées. En Afrique subsaharienne, le Cameroun est en tête des recrutements à l'ENA de Paris et ses membres comptent bien perpétuer cette dynamique à travers des échanges de formation, tout comme la conférence organisée à cet effet à l'ENAM, l'École nationale d'administration et de magistrature sur le thème « Émergence économique et développement durable » pour éclairer la lanterne de ses futurs administrateurs sur des questions sensibles. Je souhaite assurer les anciens élèves et leurs collègues seront peut-être des futurs élèves de la volonté, de ma volonté et de celle des services de l'ambassade de continuer à travailler pour faciliter les échanges et l'accueil d'étudiants camerounais à l'École nationale d'administration.
Pour atteindre son émergence, le Cameroun devrait valoriser davantage le métier d'administrateur civil dont la formation au pays est de qualité. Notre association qui se positionne, qui se définit comme une force de proposition, entend véritablement d'être, participer, contribuer à la conduite des politiques publiques dans notre pays. Notre pays en a besoin. Notre pays s'est fixé des objectifs de long terme. Je prends par exemple celui qui a trait à l'émergence économique. Les anciens élèves de l'ENA entendent être présents à cette des autorités politiques. Depuis 12 ans déjà, les membres de l'Association camerounaise des anciens de l'ENA de Paris poursuivent leur ambition, être les porte-étendards des valeurs du service public, des valeurs de la République. Après le zooming, dernière articulation de scène de presse, les plus de la semaine, votre regard sur l'actualité, le côté positif et côté négatif, c'est les plus de la semaine dans scène de presse. C'est la semaine de la femme en diamant qui m'a marqué positivement parce que c'est la première fois qu'une telle foire s'organise à Yaoundé et par une artiste en plus qui décide comme ça de consacrer une semaine aux femmes, 9 jours d'événements. Ça fait longtemps qu'on a toujours dit la fête des femmes, mais on s'aperçoit que les femmes sont devenues, comme maman était hier, c'est-à-dire le soutien même de la nation. Cette semaine, ce qui m'a le plus marqué, c'est d'abord les multiples foires qui ont été organisées un peu partout dans la ville, la foire artisanale et les multiples foires pour le 8 mars, pour la journée de la femme. Lydie Ponce nous a invités pour faire la foire. Bon, je sors des Bebda, je m'appelle Mbwene Ndongo. Quand ils nous fassent quelque chose de bon comme ça, c'est joli, c'est moquette. Bon, il doit aussi nous organiser mûrement, que quand on va rentrer, nous rentrons avec la joie. Ce qui m'a marqué précisément cette semaine, c'est d'abord le match des Lions. Je crois qu'on ne va pas s'attarder sur le score. Et nous devons plutôt les encourager et je suis même très content du score parce que ça va nous permettre de remédier à un certain nombre de choses. Je pense qu'on pourra faire un certain nombre de changements. Il reste peut-être 90 jours pour ce grand événement qui se déroule au Brésil, mais avec l'attitude de notre coach qui fait remplacement, qui n'a même pas de... Donc il met les défenseurs au stade, il fait sortir les attaquants, alors avec les grandes équipes comme le Portugal, bon, je me dis que ce n'est pas quand même une équipe là où on peut compter pour la Coupe du Monde. C'est un peu embêtant d'un côté, mais c'est positif de l'autre. Pourquoi je dis positif? Parce que ça nous donne le temps d'essayer un peu de retoucher. Mais c'est pas bon ce qu'on a vu. On a vu un milieu de terrain un peu apathique à la limite. Bon, un axe central qu'on a toujours décrié, on l'a toujours trouvé lourd et lent même à la réaction. Maintenant aussi, on croit que quel que soit les cas, il faudrait bien quand même que quand on parle de gardien de but, qu'on essaye de penser un peu à ceux qui ont du vécu, une certaine expérience et beaucoup plus de maturité. La double qualification des équipes nationales de volley-ball, masculine et féminine, parce que vous savez que quels que soient les cas, on n'aurait jamais pu penser à ce que ces filles-là, pour certains, que ces filles aillent chercher leur qualification du côté d'Alger. Mais quand vous les avez un peu suivies, vous saviez que tout au moins sur le plan psychologique, elles avaient un certain ascendant au vu de ce qui s'était passé au niveau des championnats d'Afrique. Cette fois-ci, c'est la dernière articulation des scènes de presse. La revue de presse que nous attendions depuis un moment, elle est prête. C'est une signature de Zenabou Kwandou, le maire de l'info dans les meilleurs tableaux de la place. Le chemin de croix parcouru par les femmes à la quête du pagne, c'est l'image de la Semaine internationale de la femme sélectionnée par le quotidien de l'économie. Si les femmes des administrations le reçoivent gratuitement, Cameroun Tribune mentionne que d'autres ont l'embarras du choix. Et d'autres encore doivent se lever tôt pour la voir.
Quant à Mutation, la Journée internationale de la femme offre l'opportunité de réfléchir sur les enjeux de la célébration. Lesquels enjeux sur le plan sanitaire ont permis aux équipes d'infirmiers de s'activer dans un planning familial de proximité, c'est-à-dire dans les colonnes de Cameroun Tribune. En même temps que les derniers réglages prêtent le flanc selon CT à une série d'activités à Douala, à Yaoundé, les dames de la FECA Badminton tapent au volant. Au ministère de l'Environnement, les femmes s'arc-boutent contre les emballages plastiques. Aux travaux publics, on fait le ménage. À la police, les femmes font la police d'un autre genre. Au ministère des Mines, le terrain est entre autres miné par la foire gastronomique. Les dames du Minmit et du Minrex se retrouvent autour du ballon rond. Au Minfopra, le personnel est sensibilisé sur l'emploi femme. Au Minsub, Cameroun Tribune note un plaidoyer contre le harcèlement sexuel. Alors qu'on signale un bébé abandonné à Yagua, le quotidien gouvernemental tire la sonnette d'alarme sur la conscientisation et l'autonomisation de la gente féminine. Le Jour incline sa plume sur les femmes qui font bouger le Cameroun, avec en tête la première dame Chantal Biya. Mutation, quant à lui, brandit sa réverbère sur le paysage camerounais, parallèlement sur le milieu carcéral. Emprisonnée pour homicide involontaire, Béatrice Dougou rêve à nouveau de prendre un jour ses enfants dans ses bras. Une image qui en dit long d'après Mutation sur le quotidien en milieu carcéral. Un quotidien que les détenus de Kondengui, parés aux couleurs du 8 mars, ont su oublier l'instant de la célébration de la journée de la femme. Par ailleurs, le journal édité par la Sot Media Corporation se focalise sur les femmes chefs d'entreprise de plus en plus. Avec 29%, l'entrepreneuriat féminin se développe et l'excellence se doit d'être primée, d'où la distinction des femmes. Précise Cameroun Tribune. Jacqueline Aïna, dans son ouvrage Tourment de femmes, présente la femme sous un air de tourment. Lady Ponce la célèbre en diamant selon le quotidien bleu. Au CERAC, c'est un spécial 8 mars. Avant l'apothéose hier au boulevard de mai, les femmes du cercle des amis du Cameroun ont su mettre la balle au centre, nous dit Cameroun Tribune. Au centre du divorce entre Camra et Citrafer, le paiement des arriérés d'un an de salaire et le départ de l'équipe dirigeante. Selon le quotidien de Thierry Ekouti, ce n'est pas la première fois qu'on enregistre des scènes de ménage entre le couple maillon du transport ferroviaire. La locomotive Jacques Bimaï, dépourvue de wagons, conduit Camra vers la rupture de contrat avec le sous-traitant Citrafer. Une situation qui a contraint Jacques Bimaï à se dépêcher à Yaoundé suite à l'appel des autorités, en vue de remédier à la situation. Ce chemin de fer vers la fin du partenariat qui n'est pas du tout favorable au climat des affaires. Le quotidien de la rue de l'aéroport préconise qu'il faut alléger les procédures. Substance de ce qui ressort de la 5e session du Cameroun Business Forum, CBF, présidée jeudi dernier à Douala par le Premier ministre Philemon Yan. Une nécessité d'autant plus criarde que depuis la dernière édition du CBF, seulement 20 recommandations ont été exécutées sur 49, souligne CT. C'est aussi en apportant une réponse à la question de confiance entre secteur public et secteur privé que l'amélioration de ce climat peut être possible. L'intégralité du communiqué publié à l'issue de la 5e édition du CBF, c'est dans les colonnes de Marie-Claire Nana. L'autre intempérie au climat des affaires, c'est les problèmes liés à la situation du port autonome de Douala, précise CT. D'un port à un autre, cette fois en eau profonde, le Jour évalue ce que le port de Kribi apporte au Cameroun. L'arrivée du navire Zenyua 9 marque un tournant majeur dans la réalisation du projet. Tandis que le dit navire accoste les eaux territoriales camerounaises, le quotidien bleu porte à plus de 81% le taux de réalisation de la première phase de construction du port général au 22 janvier 2014. Pourvu d'équipements adéquats, selon le Jour, ce navire qui ouvre la voie convoie des équipements lourds. Un dispositif qui, selon Mutation, permettra à l'horizon 2040 le développement d'une infrastructure comprenant 20 terminaux étalés sur 6,5 km de quais, soit une capacité de 100 millions de marchandises par an. Pour y parvenir, le quotidien de Xavier Messé souligne que 2 grues mobiles d'une capacité de levage de 40 et 25 tonnes chacune ont été déchargées et mises à essai. C'était pourtant parti pour un coup d'essai. Le match amical qui a opposé mercredi le Portugal au Cameroun était un match d'évaluation, nous dit CT. Une évaluation qui permet, selon Cameroun Tribune, de mettre en lumière les carences de la sélection nationale. Si tous les périodiques s'accordent sur la mauvaise prestation des Lions, chacun y va de son diagnostic, y compris les Lions depuis leur tanière. Si ce n'est le déficit de vitesse et le mauvais positionnement défensif qui fait dilemme, selon le Jour, c'est au déficit de concentration que le quotidien de Marie-Claire Nana pointe le doigt accusateur. Selon Repère, le sélectionneur national a essayé plusieurs schémas tactiques pour la réussite de ce duel de stars avec 2 étoiles de l'IRA, Etofis et Cristiano Ronaldo. C'est justement dans la quête de la bonne formule que le Cameroun cherche l'équipe type pour la Coupe du Monde du Brésil, nous dit Repère. En attendant l'échéance, le quotidien gouvernemental met en garde les lions indomptables qui devront faire face à un chantier immense. La revue de la presse était sur la scène. Fin de cette édition de scène de presse dans des conditions inhabituelles. Le générique de fin